Aujourd'hui, je vais vous parler de Test-Driven Development. Qui suis-je pour parler de Test-Driven Development? Je m'appelle Manuel. Je travaille à Cipios, c'est la branche FinTech du groupe Théodo. Depuis 2 ans, je suis Tech Lead. Autre chose qui peut-être peut vous intéresser, c'est que j'aime bien le TDD. Surprise. Et je voulais en parler. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je ne connais pas mon audience. Je veux qu'on soit tous au même niveau, donc je vais faire une petite introduction. C'est quoi le TDD? C'est un acronyme pour Test Driven Development. C'est une méthodologie de développement dans laquelle on écrit des tests avant le code. Il y a des règles très strictes. On fait des cycles de ce qu'on appelle Red, Green, Refactor. Le Red, c'est on écrit un test qui échoue. S'il ne compile pas, c'est qu'il échoue. Le Green, c'est on écrit le code strictement nécessaire, donc le plus simple pour faire passer ce test au vert, peu importe si c'est moche. Et ensuite, le refactor, c'est on transforme ce code qui est fonctionnel dans quelque chose sans duplication. On enlève un peu la partie moche. Et on fait du coup ce cycle de manière itérative sur plusieurs étapes jusqu'à compléter notre fonctionnalité. Donc ces étapes sont divisées en petits morceaux isolés qu'on appelle des baby steps. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Il y a plusieurs avantages au TDD. Moi, j'aime bien résumer ça en une seule phrase. C'est que le TDD fournit aux développeurs la confiance pour faire évoluer rapidement et sans risque sa codebase. Kent Beck, qui est un des signataires du Manifesto Agile et qui est l'auteur du livre Extreme Programming, appelle ça le courage. Il dit que le TDD, il fournit aux développeurs du courage. Pourquoi? Il y a un certain nombre de raisons. De 1, on couvre le code par des tests, donc on évite les régressions. Ensuite, on y va de manière très incrémentale, on fait le code strictement minimal, donc ça devient plus facile à lire, à faire évoluer et à comprendre. Donc on sait ce que c'est le TDD, on sait quels sont les bénéfices. Et du coup, je voudrais faire un petit sondage juste pour moi, très rapide. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui déjà ont entendu parler du Test Driven Development? Est-ce que vous pouvez laisser la main en haut, ceux qui l'ont essayé déjà? Sur du code de production, le dernier mois, la dernière semaine, on n'est pas à zéro, c'est incroyable. Je pars de ce constat et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du TDD. Donc aujourd'hui, on va voir 5 raisons, 5 idées fausses pour lesquelles on ne fait pas du TDD. Je présente ça sous forme de verbatim que j'ai eu dans la vie. On va voir si vous vous reconnaissez ou pas. Première idée fausse, je ne sais pas tester. D'entrée, ça paraît logique, le TDD, ça commence par des tests. Je ne sais pas faire des tests, je ne sais pas faire du TDD. Pourquoi c'est une idée fausse? Parce que tester, il faut tester même sans TDD. Que ce soit avant ou après, c'est un standard dans l'industrie, c'est la base. Et ne pas tester, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire du TDD. Comment combattre? Donc tout d'abord, je recommande le talk d'Erin, ma collègue, qui est assise juste derrière. Tester, c'est douter, c'est une bonne chose. Donc c'est des conseils pour mettre en place des stratégies robustes de testing dans une équipe. Au-delà de ça, des choses qui peuvent nous freiner pour tester, c'est des compétences. Souvent, on sait tester de la logique très simple dans des services, mais on a plus du mal quand c'est par exemple du front ou des tests d'intégration. Donc pour ça, il y a beaucoup de frameworks, de technologies qui nous aident à tester plus facilement. Par exemple, pour le front-end, il y a Testing Library qui met des API à disposition et qui marche dans beaucoup de frameworks comme React ou Angular. Et par exemple, pour des tests d'intégration en Spring, il y a la feature des test slices. Ensuite, il y a un principe de la programmation qui est extrêmement puissant, qui est l'inversion de dépendance, qui permet de découpler le code et rendre le test plus facile. Il y aura un talk sur ça juste après, donc je pense qu'on va rentrer dans le détail. Deuxième idée fausse, je sais où je veux aller, je n'ai pas besoin de baby step. Moi, quand j'entends ça, je suis très chaud. Moi, personnellement, je suis fier de mon travail, j'ai pas syndrome de l'imposteur, mais je ne me considère pas super chaud. Moi, au contraire, je vois le TDD, je vois les baby steps comme une opportunité de m'améliorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TDD permet d'enlever tout le biais que j'ai sur le code et de découvrir de nouvelles manières d'implémenter. Parfois, des choses qu'on n'avait pas pensées. Et donc, ça amène à l'apprentissage et à la progression. Comment combattre cette idée fausse? Premier step pour moi, c'est de reconnaître le problème et de le mentionner. Il faut faire preuve d'humilité. Quand on fait du TDD, on accepte de se mettre face à un manque de compétences. Et ça, c'est inconfortable. Si on accepte ça, ça ouvre des portes pour l'amélioration et la progression. De manière plus pratique, je recommande de faire des katas dans des environnements sécurisé où on peut explorer. Par exemple, je recommande le site Cyberdojo. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'explorer un peu, de faire du design via le TDD sans biais, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez de l'aide à un expert.
quelqu'un dans votre environnement, dans la communauté, dans votre entreprise, qui connaît, qui sait faire et qui sera, je suis sûr, très content de vous accompagner à faire du pair programming pour découvrir ensemble les bénéfices. Troisième idée fausse, mon contexte n'est pas adapté au TDD. Pour ça, je vais présenter un petit exemple. Sorti de la vie réelle, j'ai uniquement changé les noms. Je discute avec un collègue, Jean-Michel développeur. Il me dit, moi j'ai une feature très simple. Je veux sauvegarder un compte utilisateur de ma base de données. Je n'ai pas besoin de TDD. Ok. C'est quoi un compte utilisateur? C'est ça. Bon, il y a une liste. Bon, c'est pas grave. Jean-Michel, dis-moi, qu'est-ce qui se passe si tu fais plusieurs fois une sauvegarde de compte pour le même user ID? Attends. Le user ID, il faut quand même qu'il existe dans un référentiel externe parce que sinon, on ne peut pas sauvegarder, on renvoie une erreur. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si je fais plusieurs sauvegardes du même user ID? C'est très simple. D'abord, on match avec le company ID et on trouve le premier et du coup, on sauvegarde et s'il n'y a pas de match, on ne sauvegarde pas. D'accord. Ce company ID dont tu me parles, il faut qu'il existe dans un référentiel externe? Oui, bien sûr. Jean-Michel, est-ce qu'il y a des choses de cette feature que tu ne m'as pas encore dit? Oui, une ou deux. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé sur des fonctionnalités que vous avez développées ou des gens autour de vous, de prendre une fonctionnalité et penser qu'elle est beaucoup plus simple qu'elle ne l'est en réalité. C'est pour ça que pour moi, mon contexte n'est pas adapté. C'est juste un dérivé de la fausse idée précédente. En fait, je sais faire, mais qui s'applique dans des contextes très particuliers. Soit quand on pense que notre feature est très simple, soit c'est quelque chose qui met en montée. Je connais des gens qui font par exemple de la maintenance, qui travaillent beaucoup avec du code legacy et se disent « moi je dois faire un truc, je ne me pose pas trop de questions, il y a une manière de faire, je fais ». Comment combattre? J'ai un seul conseil, mais je trouve qu'il est très puissant, c'est avant d'écrire une ligne de code, d'écrire les différents scénarios utilisateurs sous forme d'exemple. C'est une manière de, premièrement, tu as ton découpage en baby step et de deux, tu peux prévoir c'est quoi la complexité de cette feature que, en prime abord, je pensais était très simple. Quatrième idée fausse, je n'ai pas le temps. Ça, c'est… je pense qu'on pourrait parler très longtemps de celle-ci. Je vais essayer de la faire courte. Pour en faire courte, je suis convaincu que le TDD à long terme permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que ça te fournit une boucle de feedback très rapide dans laquelle tu valides fonctionnellement ta feature et tu améliores de manière itérative ton design. Ça veut dire que tu as moins de bugs, c'est plus facile à relire, tu as moins de retours de validation. Dans le flux long terme et dans la vie de ton produit et de ton code, tu gagnes du temps. Et cependant, on entend beaucoup ce « je n'ai pas le temps ». Donc, qu'est-ce que je peux conseiller pour dépasser cette idée fausse, pour la combattre? La première chose, c'est est-ce que tu as essayé? Pourquoi tu dis que tu n'as pas le temps? Est-ce que c'est une question de compétence parce que tu ne sais pas tester? Du coup, on revient à la première idée fausse. Est-ce qu'en fait, c'était juste tu pensais que ça allait complètement détruire ta journée ou ta semaine parce que tu n'en avais jamais fait, mais en fait, une fois que tu t'y mets, tu vois que ce n'est pas si horrible? Ou est-ce qu'effectivement, tu es dans un environnement un peu hostile où la qualité ou les gains à long terme ne sont pas mis en avant? Dans ce cas, mon deuxième conseil, c'est d'apprendre à négocier. Donc, il y a un livre excellent qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux » qui donne des conseils et des méthodes de négociation. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, j'ai l'impression que des gens qui disent, des développeurs que je connais qui disent « je n'ai pas le temps », ont aussi une autre mauvaise conception de leur place dans l'organisation du temps. L'impression que c'est parfois des personnes qui pensent qu'ils doivent subir les décisions du client, alors que ce n'est pas vrai. Nous, on est les maîtres du code, on fait des estimations, on est des acteurs principaux dans la négociation. Donc, il faut parfois savoir dire non pour le bien des développeurs, du projet, du produit. Et donc, pour ça, ce n'est pas toujours évident. Je recommande le livre qui donne beaucoup de méthodes pour savoir approcher soit un tech lead qui n'aime pas le TDD, qui ne voit pas l'intérêt, soit un client ou des contreparties business qui ne comprennent pas pourquoi on investirait du temps sur cette méthode. Cinquième idée fausse et dernière pour aujourd'hui, le TDD n'est pas pour moi. Donc là, on rentre un peu plus dans le subjectif et je dois admettre que dans certaines conditions, je trouve que c'est une attitude complètement valable. Pourquoi ? Moi, je vois énormément d'avantages au TDD, mais j'aime aussi. J'aime cette manière de coder. J'aime faire des baby steps. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, on ne peut pas vraiment exiger que tout le monde fasse du TDD. Mais du coup, c'est quoi l'alternative? C'est pour ça que pour moi, c'est une idée fausse. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens que j'écoute, que j'entends dire ça, soit ils l'ont jamais pratiqué, soit ils ne sont pas vraiment conscients des trade-offs. Vu que c'est une pratique
assez pénible, assez exigeante, qui demande beaucoup de la rigueur. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on abandonne? Tout d'abord, moi, je suis convaincu que le TDD me permet de déléguer de la charge mentale. C'est vraiment un filet protecteur. Si je n'ai pas ça, je dois beaucoup penser pour éviter des bugs à tout endroit, pour éviter des régressions. Je dois avoir une connaissance énorme de tout mon contexte. Une manière de dépasser cette idée fausse, c'est de voir vraiment comme un investissement. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement plaisant pour tout le monde, comme par exemple aller au gym ou apprendre un instrument. Cependant, on sait tous que c'est quelque chose de positif et une fois qu'on prend l'habitude, on apprécie la pratique et on continue parce qu'on sait que ça nous donne beaucoup d'avantages. Je reviens, je ferme la boucle à l'idée initiale de pourquoi est-ce que je pense que le TDD est important. Ça donne aux développeurs de la confiance pour développer sa codebase. Moi, je suis convaincu que si je l'abandonne, j'aurai l'appréhension à modifier ma codebase. Je dirais, ah ça, ce bout de code, je ne le touche pas. Ah non, là, il faut faire gaffe. Et moi, je ne veux pas ça. C'est pour ça que moi, je choisis le TDD et je vous invite aussi à le faire. Je vous laisse ici une slide avec les 5 idées fausses et une idée à retenir pour combattre chacune. Vous pouvez prendre des photos que vous voulez. Merci beaucoup. Du coup, j'en ai potentiellement une sixième, mais du coup, la question c'est est-ce que c'est vraiment une idée reçue ou est-ce que finalement c'est quelque chose de vrai? Moi, j'en fais pas mal, le TDD, pour tout ce qui est algorithmique, etc. Mais j'ai quand même l'impression que ça a un impact sur le design et j'ai eu pas mal de discussions à ce niveau-là parce que le fait du coup de faire ces baby steps t'oblige en fait à être focus sur un problème très particulier à un instant T. Et on a tendance un peu à oublier des fois un peu la big picture en fait, comme on dit, et que du coup ton architecture est très, je sais pas comment dire, microlithique ou quelque chose comme ça en fait, où tu as plein de petites briques, mais finalement tu aurais pu faire un design complètement différent si tu avais pris ton système en fait de manière plus haute. Et comme tu fais du TDD sur des tests unitaires en général, tu vas te focaliser sur ok, j'ai besoin d'une fonction qui fait ça, je vais faire du TDD sur ma fonction. Mais ça se trouve, en réfléchissant un peu différemment, en faisant des tests peut-être un peu différemment, tu aurais vu que ta fonction, tu n'en as juste pas besoin et tu aurais pu faire autrement en fait. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de truc ou pas? Tu as le droit de dire non. Tu proposes une sixième idée fausse en fait, je sais pas si ça c'est une idée fausse. Moi, c'est des choses auxquelles j'ai pu être confronté, mais à chaque fois, j'ai jamais su si c'était vraiment une idée fausse sur le TDD ou si jamais c'est une réalité du TDD. Et justement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et c'est une contrepartie du TDD. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et là, c'en est un en fait. Et ouais, du coup, il faut faire attention à ça. Non, effectivement, je suis d'accord. Et je pense que je l'ai confronté dans un exemple très particulier où beaucoup du TDD se joue à ce que toi tu définis comme par exemple ta baby step. Et c'est quoi le scope de fonctionnalité? Et en fonction de ça, effectivement, ça va changer le design que tu vas avoir. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui m'a posé énormément de problèmes, mais faire du TDD, ça pousse vers une architecture très modulaire, ce qu'on appelle haute cohésion et faible couplage. Il peut être adapté dans certaines situations. Ce n'est pas forcément effectivement le cas partout. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de problèmes avec ça. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit que j'ai vraiment, que je pense que c'est super important à comprendre du TDD. C'est peut-être une autre idée fausse, et c'est que je pense que beaucoup de personnes mettent l'accent du TDD sur le testing et sur le fait que le TDD permet de faire du bon testing. En fait, c'est pas vraiment vrai. Le TDD permet de faire du design très modulaire et le testing, c'est en fait il exploite le testing pour ce but. Mais le but du TDD n'est pas d'avoir une grande couverture de code, c'est d'avoir un design facile à comprendre, à faire évoluer. C'était pas vraiment une question, mais c'était un écho à ce que tu viens de dire. Je pense que, en effet, moi, c'est un problème que j'ai pu rencontrer des fois. J'ai essayé le TDD. Je pense que je voudrais plus réessayer. Mais ce truc en effet, on est très centré sur quelque chose de petit et on voit pas forcément la big picture. Mais je pense que si tu revenais sur ta première slide, finalement, le TDD, tu l'as expliqué, c'était du Green Red Refactor. Et donc, je pense qu'à partir du moment où les tests ils sont verts, on peut justement les refactorer en toute confiance et prendre un peu plus de recul sur la situation et se dire justement, en fait, peut-être que mon architecture au début, elle était un peu trop micro et donc je suis en confiance de pouvoir refactorer de manière un peu plus adaptée aux besoins. Peut-être qu'un test passera au rouge et alors je me dirais, ah, c'était pas le bon moment. Mais au moins, je suis
je suis en sûreté de me dire que c'est bon, je vais pas péter ma feature, quoi. Voilà, c'était plus un écho. Sur la 4e idée fausse, je crois, je n'ai pas j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et tu proposes, tu as déjà essayé. Et du coup, est-ce que tu as déjà essayé avec des gens et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Souvent, c'est... Non, pas souvent. Une bonne portion, c'est compétence sur les tests. En fait, ils ne sont pas confiants pour faire des tests, donc ils n'osent pas se lancer. Ensuite, il y a beaucoup de... en fait, j'aime pas et je ne vois pas trop les avantages, à part le coverage. Pense pas qu'il peut avoir un meilleur design que ce qu'ils auraient pensé en premier abord. Parfois, quand je fais du TD avec des gens et on s'attaque à un problème même en TDD, il y a cette formulation qui revient souvent, c'est « Ok, pour faire ça, il faut faire ça. Il faut faire une liste. Il faut… » Mais en vrai, ce n'est pas forcément vrai. Tu vois. On peut. Qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Je pense qu'il y a vraiment une misconception sur la force du TDD vis-à-vis du design et de se laisser porter par le feedback plutôt que par mes acquis. Question qui suit. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de cas où c'était l'aspect négociation qui pêchait ou est-ce que c'est une excuse qu'on donne parce que ça cache en fait une autre idée fausse, comme tu viens de dire, sur je sais pas tester, etc. C'est possible. Après, ce qui est vrai, c'est que mettre en place du TDD, surtout si tu pars de zéro, c'est coûteux. Et dans des environnements où voilà, tu as des clients ou des partenaires où eux, la seule chose qu'ils voient, c'est la feature sur l'écran, c'est pas toujours évident de leur montrer la valeur d'investir sur ces choses qui sont un peu plus cachées et dont l'impact n'est pas immédiat. Donc je suis convaincu qu'il faut faire de la pédagogie sur l'importance de la qualité. Donc la négociation est une étape nécessaire à l'implanter. Je pense c'est très rare de rencontrer un sponsor qui dit « Ah oui, non mais bien sûr, direct, célérité à moitié pour apprendre à faire des tests et apprendre à faire du TD, machin truc. » Donc je pense que c'est un truc super important.